Le Code noir version 1724. Édit du roi, touchant l'État et la discipline. Des esclaves nègres de la Louisiane. Donné à Versailles au mois de mars 1724. Remarque, il existe deux versions du Code noir. La première version a été élaborée par le ministre Jean-Baptiste Colbert, 1619 à 1683. Il fut promulgué en mars 1685 par Louis XIV. La seconde version fut promulguée par Louis XV au mois de mars 1724. Les articles 5, 7, 8, 18 et 25 du Code noir de 1685 n'ont pas été repris dans la version de 1724, qui est présentée ci-dessous. Ce texte ne compte aucune disposition d'ordre linguistique. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous, présents et à venir, salut. Les directeurs de la Compagnie des Indes nous ayant présenté que la province et colonie de la Louisiane est considérablement établie par un grand nombre de nos sujets, lesquels se servent d'esclaves nègres pour la culture des terres, nous avons juré qu'il était de notre autorité et de notre justice, pour la conservation de cette colonie, d'y établir une loi et des règles certaines, pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, et pour ordonner de ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans les dites îles. Et désirant y pourvoir et faire connaître à nos sujets qui y sont habitués et qui s'y établiront à l'avenir qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés, nous leur sommes toujours présents par l'étendue de notre puissance et par notre application à les secourir. À ces causes et aux traces nous mouvant, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit. Par cette ordonnance, Louis XIV légifère notamment sur la condition des esclaves, alors présents dans les îles du sud de l'Amérique française, et officialise ou édicte un certain nombre de pratiques. Les dimanches et fêtes chrétiennes seront obligatoirement chômés, une nourriture suffisante est exigée, de même pour l'habillement, interdiction de séparer les époux et les enfants lors d'une vente, la torture est interdite, les abus sexuels interdits, les maîtres ne peuvent tuer leurs esclaves, et des limites sont fixées aux châtiments corporels, qui sont alors les mêmes qu'en métropole, comme pour toute personne non noble. Cependant, en l'espace d'un siècle, toutes ces règles ne seront pas respectées par certains propriétaires. Et indépendamment de ces conditions, la privation de liberté, et l'arrachement au pays d'origine, laisseront des souvenirs douloureux, qui hantent encore les mémoires au XXIe siècle. Article 1er. Voulons et entendons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire notre très honoré Seigneur et Père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les Juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans notre dite province seront instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine, et baptisés. Ordonnons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés de les faire instruire et baptiser dans le temps convenable, à peine d'amende arbitraire. Enjoignons aux directeurs généraux de ladite compagnie et à tous nos officiers d'y tenir exactement la main. Article 3. Interdisons tout exercice public d'autres religions que de la catholique, apostolique et romaine, voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l'égard de leurs esclaves. Article 4. Ne seront préposés aucun commandeur à la direction des nègres, qui ne fasse profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des dits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction. Article 5. Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer régulièrement les jours de dimanche et de fête, leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves aux 10 jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail, pourront néanmoins envoyer leurs esclaves au marché. Article 6. Défendons à nos sujets blancs de l'un et l'autre sexe de contracter mariage avec les noirs, à peine de punition et d'amende arbitraire, et à tous curés, prêtres ou missionnaires séculiers ou réguliers, et même aux aumôniers de vaisseaux, de les marier. Défendons aussi à nos dits sujets blancs, même aux noirs affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avec des esclaves.
Voulons que ceux qui auront eu un ou plusieurs enfants d'une pareille conjonction, ensemble les maîtres qui les auront souffert, soient condamnés chacun en une amende de 300 livres. Et, s'ils sont maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu les 10 enfants, voulons qu'outre l'amende, ils soient privés tant de l'esclave que des enfants, et qu'ils soient adjugés à l'hôpital des lieux, sans pouvoir jamais être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu, lorsque l'homme noir, affranchi ou libre, qui n'était pas marié durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes prescrites par l'Église ladite esclave, qui sera affranchi par ce moyen, et les enfants rendus libres et légitimes. Article 7. Lesdites solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la déclaration du mois de novembre 1639, pour les mariages, seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement. Article 8. Défendons très expressément aux curés de procéder au mariage des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leur maître. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré. Article 9. Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents. Article 10. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère et soient libres comme elles nonobstant la servitude de leur père, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Article 11. Les maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte dans les cimetières destinés à cet effet leurs esclaves baptisés, et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés. Article 12. Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leur maître, et qui seront porteurs de leur billet ou marque connue. Article 13. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lis, et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sur aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'ils n'y aient contre eux aucun décret. Article 14. Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés en leur propre et privé nom de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion des dites assemblées, et en 30 livres d'amende pour la première fois, et au double en cas de récidive. Article 15. Défendons aux esclaves d'exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières, pour vendre, aucune sorte de denrée, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes ou fourrage pour la nourriture des bestiaux, ni aucune espèce de grain ou autre marchandise, arde ou nippe, sans permission expresse de leur maître par un billet ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de prix par les maîtres, et de 6 livres d'amende à leur profit contre les acheteurs par rapport aux fruits, légumes, bois à brûler, herbes, fourrage et grains. Voulons que par rapport aux marchandises, arde ou nippe, les contrevenants acheteurs soient condamnés à 1500 livres d'amende, aux dépens, dommages et intérêts, et qu'ils soient poursuivis extraordinairement comme voleurs-receleurs. Article 16. Voulons à cet effet que 2 personnes soient préposées par les officiers du Conseil supérieur ou des justices inférieures dans chacun marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leur maître, dont ils seront porteurs. Article 17. Permettons à tous nos sujets habitants de n'oser de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu'ils n'auront point de billets de leur maître, ni de marque connue, pour être rendus incessamment à leur maître, si les habitations sont voisines du lieu où les esclaves auront été surpris en délit, sinon elles seront incessamment envoyées au magasin de la compagnie le plus proche pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis. Article 18. Voulons que les officiers de notre Conseil supérieur de la Louisiane envoient leurs avis sur la quantité de vivres et la qualité de l'habillement qu'il convient que les maîtres fournissent à leurs esclaves, lesquels vivres doivent être fournis par chacune semaine et l'habillement par chacune année, pour y être statués par nous, et cependant permettons aux dits officiers de régler par provision les dits vivres et le dit habillement. Défendons aux maîtres des dits esclaves de donner aucune sorte d'eau de vie pour tenir lieu de la dite subsistance et habillement. Article 19.
leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certains jours de la semaine pour leur compte particulier. Article 20. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leur maître pourront en donner l'avis à notre procureur général et mettre les mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis lui en viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais. Ce que nous voulons être observés pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. Article 21. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leur maître, et en cas qu'ils les eussent abandonnés, les 10 esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 8 sols par chacun jour, pour le paiement de laquelle somme le dit hôpital aura privilège sur les habitations des maîtres en quelque main qu'elles passent. Article 22. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître, et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres libres ou esclaves puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort. Lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef. Article 23. Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et en cas que leur maître n'ait donné aucun ordre et ne les ait point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule dédit. Esclaves que leurs maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû, sinon, que le pécule consista en tout ou partie en marchandises dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquels leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec leurs autres créateurs. Article 24. Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autre que leur maître pour gérer ni administrer aucun négoce, ni être arbitre, expert ou témoin tant en matière civile que criminelle, à moins qu'ils ne soient témoins nécessaires, et seulement à défaut de blanc, mais dans aucun cas ils ne pourront servir de témoins pour ou contre leur maître. Article 25. Ne pourront aussi les esclaves être partis ni être en jugement ni en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être partie civile en matière criminelle, sauf à leur maître d'agir et de défendre en matière civile, et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves. Article 26. Pourront les esclaves être poursuivis criminellement sans qu'il soit besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas de complicité, et seront les 10 esclaves jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain sur la même instruction, avec les mêmes formalités que les personnes libres, aux exceptions ci-après. Article 27. L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort. Article 28. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort s'il y échoit. Article 29. Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, bœufs et vaches qui auront été faits par les esclaves, ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort si le cas le requiert. Article 30. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes de sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges, qui pourront s'il y échait les condamner à être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice, et marqués d'une fleur de lis. Article 31. Seront tenus les maîtres en cas de vol ou d'autres dommages causés par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment pas mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait, ce qu'ils seront tenus d'opter dans les 3 jours, à compter du jour de la condamnation, autrement ils en seront déchus. Article 32. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis sur une épaule, et s'il récidive une autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lis sur l'autre épaule, et la 3e fois il sera puni de mort. Article 33. Voulons que les esclaves qui auront encouru les peines du fouet,
de la fleur de lis et des oreilles coupées soit jugé en dernier ressort par les juges ordinaires et exécuté sans qu'il soit nécessaire que tel jugement soit confirmé par le Conseil supérieur, nonobstant le contenu en l'article 26 des présentes, qui n'aura lieu que pour les jugements portant condamnation de mort ou de jarret coupé. Article 34. Les affranchis ou nègres libres qui auront donné retraite dans leur maison aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers le maître en une amende de 30 livres par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres aussi pour chacun jour de rétention. Et faute par les 10 nègres affranchis ou libres de pouvoir payer l'amende, ils seront réduits à la condition d'esclaves et vendus, et si le prix de la vente passe l'amende, le surplus sera délivré l'hôpital. Article 35. Permettons à nos sujets du dit pays, qui auront des esclaves fugitifs en quelque lieu que ce soit, d'en faire la recherche par telle personne et à telle condition qu'ils jugeront à propos, ou de la faire eux-mêmes, ainsi que bon leur semblera. Article 36. L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime par lequel il aura été condamné, sera estimé avant l'exécution par 2 principaux habitants de l'île qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation sera payé au maître, et pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête des nègres payant droit à la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalée sur chacun des 10 nègres, et levée par le fermier du domaine royal d'Occident pour éviter à frais. Article 37. Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion. Article 38. Défendons aussi à tous nos sujets des 10 pays, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de donner ou faire donner de leur autorité privée la question ou torture à leurs esclaves sous quelque prétexte que ce soit, ni de leur faire ou faire faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves, et d'être procédé contre eux extraordinairement. Leur permettons seulement, lorsqu'ils croiront que les esclaves l'auront mérité, de les faire enchaîner et battre de verges ou de cordes. Article 39. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué leurs esclaves ou leur auront mutilé les membres étant sous leur puissance ou sous leur direction, et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances, et en cas qu'il y ait lieu de l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres ou les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous des lettres de grâce. Article 40. Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels entrer en la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers sans préciput ni droit d'aînesse, ni être sujet aux douaires coutumiers, au retrait féodal et lignagé, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des 4 quints, en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire. Article 41. N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leur personne et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'ils se pratiquent pour les sommes de deniers et autres choses mobilières. Article 42. Dans les saisies des esclaves seront observées les formalités prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobilières. Voulons que les deniers en provenance soient distribués par ordre des saisies, ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires, comme celle des autres choses mobilières, aux exceptions suivantes. Article 43. Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari de la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance du même maître, déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine contre ceux qui feraient les aliénations d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix. Article 44. Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de 14 ans et au-dessus jusqu'à 60 ans, être saisis pour dette, sinon pour ce qui sera du prix de leur achat, ou que la sucrerie ou indigoterie, ou habitation dans laquelle ils travaillent, soit saisie réellement, défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries ni habitations, sans y comprendre les esclaves de l'âge susdit et y travaillant actuellement. Article 45. Les fermiers judiciaires des sucreries, indigoteries ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves seront tenus de payer le prix entier de leur bail, sans qu'ils puissent compter parmi les fruits qu'ils percevront les enfants nés des esclaves pendant le bail. Article 46. Voulons, nonobstant toute convention contraire que nous déclarons nulle, que les 10 enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret, et à cet effet mention sera faite,
dans la dernière affiche avant l'interposition du décret, des 10 enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle, que dans la même affiche il sera fait mention des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle il était compris. Article 47. Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves. Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds. Article 48. Ne seront reçus les lignagers et les seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds, ni les adjudicataires à retenir les esclaves sans les fonds. Article 49. Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois, usufruitiers ammodiateurs et autres jouissant des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui travaillent, de gouverner les 10 esclaves comme bons pères de famille sans qu'ils soient tenus après leur administration de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruit à leur profit les enfants nés des esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en seront les maîtres et propriétaires. Article 50. Les maîtres âgés de 25 ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entre vifs ou à cause de mort. Et cependant, comme il se peut trouver des maîtres assez mercenaires pour mettre la liberté de leurs esclaves à prix, ceux qui portent les 10 esclaves au vol et au brigandage, défendons à toute personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, d'affranchir leurs esclaves sans en avoir obtenu la permission par arrêt de notre dit Conseil supérieur. Laquelle permission sera accordée sans frais, lorsque les motifs qui auront été exposés par les maîtres paraîtront légitimes. Voulons que les affranchissements qui seront faits à l'avenir sans ces permissions soient nuls, et que les affranchis n'en puissent jouir, ni être reconnus comme tels. Ordonnons au contraire qu'ils soient tenus et réputés esclaves, que les maîtres en soient privés, et qu'ils soient confisqués au profit de la Compagnie des Indes. Article 51. Voulons néanmoins que les esclaves qui auront été nommés par leur maître tuteur de leurs enfants soient tenus et réputés comme nous les tenons et réputons pour affranchis. Article 52. Déclarons les affranchissements faits dans les formes ci-devant prescrites tenir lieu de naissance dans notre dite province de la Louisiane, et les affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terre et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers. Déclarons cependant les 10 affranchis, ensemble le nègre libre, incapable de recevoir des blancs aucune donation entre vifs, à cause de mort ou autrement. Voulons qu'en cas qu'il leur en soit fait aucune, elle demeure nulle à leur égard, et soit appliquée au profit de l'hôpital le plus prochain. Article 53. Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement, que si elle était faite à une autre personne. Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur les personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons. Article 54. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres, voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets, le tout cependant aux exceptions portées par l'article 52 des présentes. Article 55. Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière par ces présentes, appartenir à la dite Compagnie des Indes, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de ces droits et revenus. Voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers des dites confiscations et amendes au profit de l'hôpital le plus proche du lieu où elles auront été adjugées. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre Conseil supérieur de la Louisiane, que ces présentes ils aient à faire lire, publier, registrer, et le contenu en icelle garder et observer selon leur forme et teneur, nonobstant tous édits et déclarations, arrêts, règlements et usages à ce contraire, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Car tel est notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sel. Donné à Versailles au mois de mars l'an de grâce 1724, et de notre règne le 9e. Signé, Louis. Et plus bas, par le roi, Filippo. Visa, Fleuriot. Vu au conseil, Dodin. Et scellé du grand sceau de cire verte en laque de soie rouge et verte. Source, Code noir de 1724, ulaval.ca.